Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans les Hauts-de-France et plus particulièrement en Somme pour parler du diocèse d'Amiens. Dans cette édition, on suivra les étudiants et les jeunes professionnels qui fréquentent la mission Saint-Leu à Amiens et on ira à la cathédrale d'Amiens, un des joyaux de l'art gothique, pour découvrir les enjeux de la restauration de son orgue qui va bientôt faire son grand retour. Située dans l'ancienne Picardie, la Somme est un département entre terre et mer qui comprend une façade maritime attractive avec la baie de Somme, destination prisée des touristes et des résidences secondaires. C'est un territoire dont l'activité est marquée par l'agriculture qui a subi de profondes mutations et par l'industrie, mais qui est également bien placée dans les secteurs du transport et de la logistique. On y trouve un patrimoine historique et religieux remarquable, dont l'ancienne abbaye de Saint-Riquier ou la cathédrale d'Amiens. Pour parler du diocèse d'Amiens, je reçois son évêque, Monseigneur Gérard Lestang. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de donner quelques éléments sur la Somme. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse, les forces vives qu'il compose ? En quelques mots comme ça ? Eh bien, je dirais qu'il y a une grande unité de ce diocèse, si on veut, et une grande simplicité. Je crois que c'est les deux mots que j'ai envie de dire. Une unité, vous avez souligné la variété entre la baie de Somme, les agriculteurs, et puis le petit monde industriel. Voilà, une grande unité, grande simplicité, avec beaucoup de pauvreté tout de même. Hein. Il faut le noter, c'est un des départements de France où il y a beaucoup de pauvreté, en particulier autour de la ville d'Amiens. Mais aussi beaucoup de simplicité dans les relations, une certaine forme de discrétion, de modestie chez les gens. Les gens d'Amiens ne la ramènent pas trop, comme on dit. Voilà. Mais ils ont un territoire qui est très intéressant. Je donne quelques points de repère sur votre parcours, Monseigneur Gérard Lestang. Vous êtes donc évêque du diocèse d'Amiens depuis 2021. J'ose dire que vous êtes un breton pur beurre ou pur granit, puisque vous êtes né en 1963 dans le Finistère, à Plougonvelin. Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Quimper. Vous avez notamment été directeur et recteur du Grand Séminaire Saint-Yves de Rennes, séminaire interdiocésain, de 1999 à 2009. Et parmi vos missions, vous êtes passé aussi avenue de Breteuil à la Conférence des évêques de France, puisque vous avez été secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Votre devise épiscopale, elle vient de l'Évangile de Marc, au chapitre 10, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors là, il va falloir rester dans ce fauteuil de la vie des diocèses pendant cette émission. On va commencer par revenir sur la fête de la Saint-Firmin, qui est le saint patron du diocèse d'Amiens, le premier évêque du diocèse. Ce jour-là, une grande messe diocésaine et une journée de fête étaient proposées, journée durant laquelle vous avez publié une lettre pastorale intitulée « La moisson est abondante, des champs nouveaux pour la mission ». Quels étaient les objectifs de départ de cette lettre ? D'abord, j'ai envie de souligner que la Saint-Firmin, c'est un des rassemblements très typiques du diocèse d'Amiens. On a quelques images qu'on va voir dans quelques instants. Oui. D'accord, parce que c'est le dernier dimanche de tous les ans, le dernier dimanche de septembre. Et en fait, il y a une seule messe dans le diocèse pour dire qu'il y a une tradition chrétienne qui est assez faible, mais qui permet aussi aux chrétiens de se rassembler. Voilà. Et c'est un peu la messe de rentrée du diocèse. C'est très beau, on n'a pas besoin de monter des barnums puisque nous avons la cathédrale, tout le monde peut y entrer. Voilà. Et ce jour-là, de fait, j'ai lancé ces orientations pastorales. C'est un espèce de document cadre où on redécoupe le diocèse en 6 champs missionnaires. On a choisi le mot champ pour dire qu'on est dans une période où la question des enracinements est importante. Aussi, on n'a pas supprimé les 49 paroisses pour garder cette notion d'enracinement, de petites communautés locales, mais à l'intérieur desquelles on est poussé à conduire des projets missionnaires. Voilà, et à sentir, à composer quelque chose de nouveau au plus proche des gens, avec compassion, avec des initiatives missionnaires, de solidarité, de dialogue avec la culture, vous voyez. Donc non pas
un désir de centraliser, de faire un grand remembrement comme on faisait dans les années 60, en pensant que tout irait mieux. Voilà. Mais au contraire, favoriser l'initiative locale, et en particulier avec des fraternités sacerdotales dans ces 6 champs missionnaires. On va voir un visuel justement de ces 6 champs missionnaires qui conservent, vous l'avez dit, les 49 paroisses. Les 2 coexistent. Les champs missionnaires sont les suivants. Amiens, le nord amiénois, la baie de Somme, le sud-ouest amiénois, le sud-est amiénois et Santerre-Haute-Somme, avec à chaque fois le nom d'un saint qui est relié à ça. Bravo. Qu'est-ce que, vous l'avez dit un petit peu, mais pourquoi à la fois garder des paroisses et puis en même temps créer des champs missionnaires? Qu'est-ce que vous voulez créer à travers ça? Parce que vous avez dit que j'étais un breton pur granit. Ça, c'est possible. En général, les Bretons n'aiment pas la centralisation parisienne, vous savez. Et quand on est en Picardie, bien, je fonctionne un peu pareil. J'aime pas tout ce qui est centralisation. Et avec l'idée que plus on va se regrouper. Mais en fait, on dévitalise en fait les territoires. Si bien que avec les petites communautés, les petites fraternités qu'on peut rassembler, sachant qu'on a une quarantaine de prêtres qui peuvent aussi servir ces 49 paroisses. Donc l'idée, c'est de garder cette proximité, cette gratuité aussi, ce sens de l'hospitalité avec le tout venant. En particulier, ceux qui ont du mal avec l'Église. Vous savez, si en plus il faut faire 30 km pour aller trouver un lieu d'église qu'on ne connaît pas, dans un village qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est de garder ces lieux de proximité et de disponibilité aux personnes. Voilà, c'est un pari qu'on fait. L'idée, c'est, j'ai utilisé l'image, des fois on dit il faut rassembler les braises pour faire repartir le feu au petit matin, comme font les scouts. Et nous, on s'est dit non, c'est pas ça qu'on va faire, on va être attentif au départ de feu, un peu partout, et on va les encourager. On va parler maintenant de tous les jeunes qui fréquentent Amiens et son agglomération pour leurs études supérieures. Il y a plus de 31 000 étudiants autour d'Amiens. Depuis une dizaine d'années, la mission Saint-Leu, à 2 pas de l'église Saint-Leu à Amiens, propose aux étudiants et jeunes pros de nombreux rendez-vous dans la semaine. Des propositions pour rejoindre des jeunes, qu'ils soient pratiquants ou non. Pour les accompagner, on a une équipe pastorale composée de 3 prêtres, une religieuse et une laïque. Un reportage d'Anne-Chantal Giraud au cœur de la mission Saint-Leu. Bonjour, bienvenue à la mission Saint-Leu. Marie-Laure Dufour est depuis quelques mois seulement dans l'équipe pastorale de la mission Saint-Leu, mais elle connaît déjà bien les lieux. Ici, nous avons la bibliothèque avec une étudiante qui travaille. Ici, on a notre petite cour où ça arrive qu'il y ait des barbecues. Ici, on a un oratoire. Une véritable maison pour accueillir un public varié. Entre le foyer d'étudiants, les soirées louanges, les chorales, l'aumônerie ou encore le parcours Even, la mission propose tous les soirs une activité différente. Hier soir, il y avait la soirée des fraternités, filles-garçons. Les filles étaient entre 45 et 50 et les garçons entre 25 et 30. On voit quand même qu'il y a du monde qui arrive en ce début d'année et ça nous réjouit. Bonjour Clara. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va. On va se mettre dans le bureau. Une permanence est régulièrement ouverte l'après-midi pour les jeunes, l'occasion pour eux de se sentir écoutés, de se confesser à un prêtre ou d'être accompagnés dans une demande de sacrement. Au total, une 50aine de jeunes se préparent pour le baptême, la confirmation ou pour recevoir l'Eucharistie. C'est grâce à cet accompagnement que Maxime a pu être baptisé et confirmé il y a 1 an et demi. La mission Saint-Leu est à seulement 300 mètres de sa fac. Personnellement, j'ai découvert la mission Saint-Leu à ma première année de droit, donc à l'UPJV d'Amiens. C'est avec des amis, en fait. Ils étaient déjà catholiques. J'ai pu me former et apprendre la théologie, à découvrir la foi. Et donc ça a été vraiment pour moi une grande source de joie, puisque ça m'a construit dans ma foi. J'étais pas tout seul. Voilà, en plus c'était dans un milieu étudiant, donc on a tous le même âge. Et c'est toujours plus sympa de parler de ces choses-là avec des personnes qui ont notre âge. Au programme ce soir, le Kingdom Coffee de la mission fait sa rentrée. Ce bar associatif est né il y a une dizaine d'années pour permettre aux jeunes de découvrir l'église par un autre biais, comme l'explique don François Rennes, responsable de l'équipe pastorale de la mission Saint-Leu.
Le bar, le Kingdom Coffee, propose des soirées qui sont plus ludiques, mais il y a aussi des propositions pendant l'année plus spirituelles ou d'échanges. Et en tout cas, on a vu chaque année des étudiants découvrir la foi, découvrir des étudiants croyants par l'intermédiaire du Kingdom Coffee. Des guirlandes lumineuses, une ambiance tamisée, une scène, le Kingdom Coffee a tout d'un bar classique. À une différence près pour Guillemette, étudiante en médecine et bénévole au bar. On sait qu'à chaque fois qu'on vient, même si on vient tout seul, on croisera quelqu'un qui viendra nous dire bonjour, même si on ne le connaît pas. C'est pas dans tous les bars pareil. Cette différence d'aller à la rencontre, de se dire je te connais pas, mais j'ose venir pour te rencontrer, pour rencontrer la personne que tu es. Favoriser la rencontre avec les autres et avec Dieu. Grâce à toutes ces propositions, la mission Saint-Leu offre aux jeunes une véritable place dans l'Église pour s'épanouir et grandir dans leur foi. Alors on l'a entendu, il y a de nombreux jeunes qui se préparent au baptême. Qu'est-ce qui attire ces jeunes vers le christianisme, vers Je suis d'abord très heureux de voir ce sujet sur le Kingdom Coffee, sur la mission en général, qui connaît une croissance ces dernières années qui est très très belle. Bon, il y a 3 prêtres engagés, et donc Marie-Laure qui a été présentée, qui est à mi-temps aussi pour animer, plus une religieuse. Donc il y a vraiment une équipe d'animation, mais qui sont ouvert à ces jeunes qui arrivent, on ne sait pas bien comment, mais on n'a pas parlé de l'Eucharistie, par exemple, qui rassemble toutes les semaines à l'église Saint-Leu, une église qui est pleine toutes les semaines. Moi, je suis très heureux comme évêque et comme prêtre de découvrir ça, parce que je n'ai jamais connu ça. J'ai connu les aumôneries étudiants lorsque j'étais étudiant en médecine, mais il n'y avait presque personne, vous voyez. Et aujourd'hui, et jusqu'à récemment encore, on sent que dans cette jeune génération, pour différentes raisons qu'on pourrait analyser, il y a une soif de Dieu qui est plus profonde que le mal qui semble contaminer, où il y a les angoisses, les inquiétudes. Voilà, quelque chose de plus profond, et que ça s'exprime en particulier par la liturgie, par la gratuité des échanges, par le désir d'aller au cœur de la foi, par la beauté aussi des édifices religieux. Enfin, il y a quelque chose qui leur parle. Alors, comme disait Maxime dans le reportage, ils sont des jeunes de la même génération entre eux. Ils ont ensuite après à trouver leur place dans les communautés chrétiennes, ce qui n'est pas toujours si simple. Mais ils le feront, j'ai grande confiance. À un moment donné, il faut sortir du Kingdom Coffee pour rejoindre la vie paroissiale ordinaire ? Oui, alors un certain nombre d'entre eux retrouvent leur paroisse le week-end, mais d'autres ne sont pas du tout reliés, les étudiants étrangers. Et puis un certain nombre de jeunes qui ont vraiment découvert la vie chrétienne, soit par la cathédrale, qui est un lieu de convergence aussi, une espèce de sanctuaire, soit par cette mission étudiante, lycéen, jeune pro, voilà, qui est un lieu d'explosion de joie, de rencontre du Christ, de prière et de construction de l'identité chrétienne. Et alors pour moi c'est magnifique, hein. Vous avez vu ils disent les nombres, mais dans toutes les aumôneries de France, je pense que c'est à peu près pareil, mais là, dans ce lieu d'Amiens, qui est un lieu au cœur d'une tradition chrétienne qui n'est pas très très forte, et ça donne un soleil fantastique, hein. Dans les dynamiques actuelles, on retrouve aussi ce qui se passe dans le rural, avec une réflexion sur une sobriété des modes de vie, autour d'une agriculture bio. Comment est-ce que ces recherches alternatives peuvent rejoindre l'Évangile ? Eh bien, d'abord dans le rural, il y a des communautés. Les communautés chrétiennes sont assez belles aussi, et elles sont assez vivantes, hein, et elles sont plus âgées, bien sûr, elles ont plus de mal à se renouveler. Mais il se passe quand même quelque chose dans les communautés chrétiennes du rural. Et alors, de fait, il y a un certain nombre, je pense à un prêtre qui est très attentif aux questions d'écologie, un jeune prêtre, et qui rencontre un certain nombre, vous avez dit les agriculteurs bio, ou bien des gens qui ont des styles de vie un peu alternatifs, et que ça... Alors là, on est vraiment dans d'autres types de relations, mais on sent qu'il y a aussi, en particulier dans le rural aujourd'hui, des gens qui sont en recherche d'une vie plus sensée, plus ancrée, voilà, où on reprend les choses à zéro d'une certaine manière, plus enracinée, qui touche la compréhension chrétienne de l'incarnation, de la sobriété, de la simplicité des relations, etc. Donc je trouve que là, dans ce qui se vit aujourd'hui et le contenu de la foi chrétienne, eh bien, il y a beaucoup de connivence. Ça, c'est un motif d'espérance, ces petites pousses qu'on commence à percevoir. Oui, plus que d'espérance, puisqu'on la constate sous nos yeux. Donc c'est
la moisson est abondante, je dis. Voilà. Rejoint votre lettre pastorale. Voilà. Je le disais au début de l'émission, c'est le grand retour de l'orgue de la cathédrale, dont la tribune et le buffet sont classés monuments historiques. Cet instrument du début du XVe siècle est actuellement encore en restauration. C'est un chantier monumental qui a été confié à la maison Mulaisen en 2020 et qui a nécessité pas moins de 3 millions d'euros. Aurélien André est archiviste pour le diocèse d'Amiens. Il nous explique les enjeux de ce chantier hors norme. L'orgue de la cathédrale d'Amiens est un orgue extrêmement important historiquement. C'est un instrument médiéval qui a subi, dans les siècles qui ont suivi, de nombreuses adaptations, réaménagements, agrandissements. La dernière grande modification apportée à l'instrument amiénois date de l'époque d'Aristide Cavaillé-Coll, 1887-88. Depuis cette époque, il n'y a pas eu de restauration fondamentale. L'instrument était à bout de souffle dans les années 2000. La DRAC des Hauts-de-France, qui est propriétaire de la cathédrale et donc de l'instrument lui-même, le ministère de la Culture, ont lancé une étude historique et les travaux ont effectivement commencé en 2020 par le montage d'un immense échafaudage, 42 mètres de hauteur, qui a permis de déposer l'intégralité de la tuyauterie et des systèmes de transmission, ainsi que la soufflerie, qui a permis de restaurer le buffet d'orgue in situ. Et donc on a un instrument qui se trouve augmenté de plusieurs centaines de tuyaux. Donc il gagne en ampleur, 4500 tuyaux, pour un édifice gigantesque, une cathédrale qui a un volume de 200 000 mètres cubes. Aux Journées du patrimoine ont été présentés les travaux de restauration avec les premiers sons émis par l'orgue depuis 4 ans maintenant. Les travaux d'harmonisation continuent et nous espérons l'inauguration et la bénédiction de l'orgue restaurée donc au mois de septembre 2025. On voit avec cette cathédrale magnifique, lumineuse. On a beaucoup parlé de Notre-Dame de Paris, mais à Amiens, il y a un joyau de l'art gothique. Oui, que beaucoup de gens ont découvert. D'ailleurs, quand Notre-Dame était fermée, les gens se sont dit, y compris des groupes d'étrangers, mais où trouver une cathédrale aussi belle, j'ose pas dire plus belle, que Notre-Dame de Paris. Mais voyez, les quelques images qu'on avait vues avec Aurélien, qui connaît chaque détail de cette cathédrale, voilà, qui pourrait vous en parler des heures. Et c'est dans notre pays, en particulier à Amiens, on a redécouvert ces joyaux que sont nos cathédrales et qu'elles sont aussi des sanctuaires. La cathédrale d'Amiens, c'est le siège de l'évêque, bien sûr, mais c'est aussi une basilique et un lieu de rencontre avec le Seigneur pour beaucoup de personnes, voyez. Et je sais que les prêtres ou des chrétiens s'y promènent régulièrement, sans aller faire du porte-à-porte dans le quartier, mais c'est l'occasion de centaines de rencontres. Moi-même, quand j'y passe de temps en temps, je ne passe jamais dans la cathédrale d'Amiens sans parler à quelques personnes qui viennent vers moi. Et comment se passe le dialogue avec les élus de toutes ces communes de la Somme qui comprennent 900 églises et chapelles? Dans le diocèse, vous avez 900 églises et chapelles. Quel dialogue est-ce que vous avez avec les élus? Alors, pour ce qui est de la cathédrale, c'est le cœur du cœur pour la DRAC. Voilà, ils sont vraiment attentifs et les élus aussi. Ils bichonnent leur cathédrale et il y a vraiment, et les prêtres sont aussi très présents. Donc là, on a de très bonnes relations. Alors après, avec les élus en général, les relations sont plutôt bonnes parce que il y a une vie de village dans la Somme. Les gens sont attachés à leur lieu d'église avec toute la problématique des églises aujourd'hui, en particulier les églises de la Somme, qui, comme dans l'Aisne à côté, ou la Marne, ont été pour beaucoup reconstruites après la Première Guerre mondiale. Donc ce sont des édifices qui ont été reconstruits rapidement, bien reconstruits dans la Somme du reste, mais qui s'abîment. Et aujourd'hui, comme elles servent peu, donc il y a des questions sur leur usage. Faut-il les détruire? Faut-il en faire un usage partagé? Et quel usage pour le culte? Voilà, d'abord... Un usage partagé culturel. Oui. Non, ça existe déjà, et en bonne connivence, mais pas toujours, puisqu'on peut refuser comme des spectacles qui ne nous semblent pas conformes au lieu, voilà, alors que du côté culturel ou municipal, on dit mais si, et puis on paye d'ailleurs pour restaurer cette église, alors laissez-nous l'utiliser. Donc il peut y avoir des tensions dans certains endroits. On est d'ailleurs en discussion sur le sujet, on va reprendre cette question-là dans le diocèse avec les prêtres, parce qu'on sent qu'il y a là un sujet pour les temps qui viennent, et un sujet qui nous concerne aussi, comment nous, chrétiens, avec nos églises de village, on prend la main, si on veut, sur la proposition culturelle,
sur l'ouverture des églises, sur la proposition de prière, qui ne sont pas forcément des Eucharisties, pour que les chrétiens eux-mêmes se réapproprient leurs églises, et puis en fassent un lieu ouvert pour tous. Sur la côte, on constate un vrai dynamisme culturel et touristique de la baie de Somme. Comment est-ce que cette réalité territoriale, démographique, économique peut être une occasion d'annoncer l'Évangile à des nouveaux publics, si j'ose dire ? Eh bien, de fait, parce que entre la culture, le tourisme, les recherches touristiques, les liens avec la nature, les liens avec l'église verte, les gens qui ont du temps, qui admirent la beauté aussi, le nombre important d'expositions, la présence des artistes sur la côte. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui se font déjà. Je pense à un groupe qui, l'année dernière, a passé 10 jours le long de la côte de la Somme pour un camp d'évangélisation. C'était des jeunes. Voilà, dans la journée, ils marchaient un peu, ils faisaient une répétition de chant, et à partir de 17h, ils étaient devant un édifice religieux, et ils chantaient, et ils invitaient les gens à venir prier avec eux, prendre un temps pour prier pour leur famille, ou bien partager une parole ou une écoute. Et lorsque les gens ont du temps, lorsqu'ils ont envie de partager, eh bien, ça donne de très belles choses. Et après, il y a les propositions traditionnelles de bénédiction de la mer, mais d'expressions de religion populaire, qui sont toujours à évangéliser, qui sont de belles propositions. Ouais. Monseigneur Gérard Lestang, on va maintenant passer à l'écoute de questions de terrain de catholiques de la Somme. Ah. La première question, elle vient d'Alban, qui est étudiant en école d'ingénieur. Bonjour Monseigneur. Quelle réponse apportez-vous aux gens qui ont une foi profonde en Dieu, mais qui sont en désaccord avec l'Église ? Merci Alban pour cette question qui rejoint de fait énormément de gens, qui est une question pastorale très importante, qui nous dit notre propre responsabilité comme évêque, comme prêtre, mais aussi comme baptisé. C'est nous qui sommes le visage de l'Église, et c'est nous qui avons à travailler pour faire en sorte que les gens ne soient plus ni intimidés, ni enfermés dans certaines caricatures, ni, qu'ils acceptent qu'ils accueillent l'Église comme un peuple de personnes faibles aussi, de personnes à qui Dieu fait miséricorde. Voilà. Il y a une espèce de changement à faire dans le regard sur les chrétiens, qui ne sont pas des êtres parfaits, des êtres purs, dans une espèce de bulle, mais qui sont des pécheurs, des hommes, des femmes avec beaucoup de limites, qui ont cette foi, qui croient que Dieu nous aime et nous fait miséricorde, et nous aime tel qu'on est. Et une fois que beaucoup de gens qui ont une image négative de l'Église se disent les gens qui sont là, ils sont comme moi finalement. Eh bien, ils ont les mêmes faiblesses ou d'autres faiblesses, ils ont aussi des dons merveilleux, mais ce qui les caractérise, voilà, c'est que c'est une famille qui croit en Dieu, voilà, et dans lesquelles on essaye d'avancer ensemble. Oui, c'est une sacrée question. Merci Alban. Une autre question de sœur Elisabeth, qui est religieuse à la Sainte Famille d'Amiens. Alors, bonjour Monseigneur, je voudrais poser cette question. Comment vous envisagez l'avenir des communautés religieuses vieillissantes dans la Somme, dans le diocèse ? Après, Elisabeth, elle est malicieuse parce que je sors de l'Assemblée générale de leur congrégation, du chapitre de leur congrégation, qui vient d'élire une nouvelle supérieure générale. Et c'était la question qui était au cœur. Alors, pour elle, cette congrégation qui est vraiment typique de la Picardie, où elles restent une trentaine de sœurs, donc qui ont pratiquement toutes plus de 80 ans. Mais elles se renouvellent par leur présence, par leur communauté africaine, où elles sont une 20-25 en Afrique. Donc l'avenir pour elles, c'est l'Afrique. La question, c'est est-ce qu'il faut que les sœurs africaines viennent faire perdurer les œuvres des religieuses françaises en Picardie, ou est-ce qu'il faut qu'elles coupent et puis qu'elles continuent le travail en Afrique, et qu'on attende qu'ici il naisse une nouvelle génération de jeunes femmes qui disent nous on veut vivre pour le Christ. La semaine dernière j'ai reçu la consécration donc d'une jeune femme qui dit moi je me donne tout entière pour le Christ comme vierge consacrée. Voilà, il y a des recherches ainsi aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas si ça passe par les congrégations religieuses traditionnelles. Il y a eu beaucoup de mutations de la vie consacrée dans l'Église. Donc,
ça, ce n'est pas le rôle des évêques, si vous voulez. Hein. Les évêques accompagnent, vérifient, discernent, voilà. Mais c'est le travail de l'Esprit Saint dans le cœur des femmes en particulier. Une dernière question très rapide de Marie, qui prépare le concours pour devenir professeur des écoles. Bonjour Monseigneur. Alors la question c'est comment on peut concilier être chrétien et témoin du Christ avec la laïcité, notamment dans l'éducation nationale? Eh bien, en respectant la laïcité. Hein. La laïcité est une invention chrétienne, hein, je le rappelle. C'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. La laïcité, c'est accepter que nous vivions dans un monde où on témoigne de notre foi auprès de personnes qui ne pensent pas comme nous, qui même peuvent être opposées, qui parfois nous combattent, voilà. Mais dans un espace au sein duquel on peut exister, comment ne pas faire état de sa religion lorsqu'on est dans l'espace de l'éducation nationale, mais dans tout le reste de la société dans lequel on peut échanger. Voyez. Donc il y a un certain nombre de lieux où on ne fait pas état de ses appartenances religieuses, mais il y a dans l'immense majorité des lieux de vie sociale, on peut parler des religions. Voilà. Et si on respecte cette neutralité de l'État, cette neutralité des institutions publiques, eh bien, je crois que comme chrétiens, nous, on se sent à l'aise, à condition que la laïcité ne soit pas un laïcisme, voilà, comme ça peut arriver aujourd'hui, ou carrément une forme d'athéisme d'État. Ce qui peut aussi arriver, y compris dans l'éducation nationale, où on va dire les religions, on n'en veut pas, mais parce que il est incohérent de croire en Dieu aujourd'hui. Alors ça, c'est un anti-laïcité ou aussi une transgression de la laïcité. Merci beaucoup, Monseigneur Gérard Lestang, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Amiens, rendez-vous sur le site internet amiens.catholique.fr. Cette émission, vous le savez, vous pouvez la retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.